23 corps sans vie ont été repêchés suite au naufrage d'une embarcation samedi entre Incazembourg dans le district d'Ambilbe et Nousfali. L'embarcation avait à son bord 47 passagers dont 24 ont pu être sauvés. Les 24 personnes rescapées se seraient toutes enfuies par peur des investigations et de l'emprisonnement. Le reportage qui suit contient des images intolérables et nous vous invitons, les âmes sensibles, à s'abstenir de le suivre. 1136 milliards d'ariars, c'est le montant des taxes que les pétroliers n'ont pas payées à l'État en 2022. Tout au long de l'année, les pétroliers n'ont payé ni taxes, ni redevances, ni fonds routiers selon la ministre des Finances. Le passif de l'État envers les compagnies pétrolières, quant à lui, est toujours d'actualité et n'a toujours pas été réglé. Une entente a été établie entre l'État et les pétroliers. À la une de l'actualité internationale au Mozambique, le cyclone rétrogradé en tempête tropicale Freddy frappe pour la deuxième fois dans le Mozambique 3 semaines plus tard. Sa longévité record inquiète, cela fait 34 jours qu'il ravage la zone. Le reportage qui suit contient des images intolérables et nous vous invitons, les âmes sensibles, à s'abstenir de le suivre. 23 corps sans vie ont été repêchés suite au naufrage d'une embarcation samedi entre Incazembourg dans le district d'Ambilbe et Nousfali. L'embarcation avait à son bord 47 passagers dont 24 ont pu être sauvés. Elle se rendait clandestinement vers Mayotte. La surveillance des côtes et de la navigation en mer sera renforcée pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Une enquête a été ouverte d'après le Premier ministre lors de sa visite à Ambilbe ce jour. Toutes les structures doivent être bien instaurées. Cela permettra de recueillir tous les renseignements nécessaires et véridiques concernant cette situation, vu qu'en l'absence de ces dispositions et de ces informations, nous ne pourrons pas anticiper ce genre de cas à l'avenir. Nous serons en difficulté, d'autant plus que cela constituera une faiblesse pour le pays et certains profiteront de la situation pour entrer clandestinement sur le territoire par la région Diana et la région Sava. Le troisième point concerne le renforcement de l'enquête qui est déjà ouverte. Cela permettra aussi de démanteler le réseau qui favorise actuellement la clandestinité et pas qu'à Ambilbe. Ce cas est aussi observé à Ambans, Voemar, Diego 2 et Nusibe. La sécurité doit être renforcée. Diego 2, la Nusibe, il y a bombe fistique. Jusqu'à maintenant, les raisons du naufrage de l'embarcation restent obscures. Aucune explication n'a été donnée. Les 24 personnes rescapées se seraient toutes enfuies par peur des investigations et de l'emprisonnement. Les tentatives de quitter le pays clandestinement pour rejoindre une île voisine ou un autre pays sont récurrentes. C'est un phénomène annuel à Madagascar, mais aucune mesure efficace et adéquate n'est prise par les responsables. Aucune forme de surveillance stricte des frontières maritimes de l'île n'est encore observée. Une enquête est ouverte. « 1136 milliards d'ariars, c'est le montant des taxes que les pétroliers n'ont pas payées à l'État en 2022. Tout au long de l'année 2022, les pétroliers n'ont payé ni taxes, ni redevances, ni fonds routiers, selon la ministre des Finances.
Le passif de l'État envers les compagnies pétrolières, quant à lui, est toujours d'actualité et n'a toujours pas été réglé. Dans l'attente du règlement des passifs de l'État malgache vis-à-vis des pétroliers, les pétroliers n'ont pas payé leurs taxes tout au long de l'année 2022. Ces taxes impayées s'élèvent à 1136 milliards d'ariailles. Ils n'ont pas non plus payé les revendances de secteur et les fonds routiers. La revendance de secteur que les pétroliers doivent payer à l'État malgache s'élève actuellement à 23 milliards d'ariailles, tandis que les fonds routiers qui doivent être payés sont actuellement à 247 milliards. 247 milliards, fonds routiers, D'après nos sources, les fonds routiers atteignent actuellement la somme de 578 milliards d'ariailles. À cette somme devront s'ajouter les 247 milliards d'ariailles que les pétroliers doivent à l'État malgache depuis 2022. Suite à un dialogue entre les deux parties, une entente a été établie entre l'État et les pétroliers. Les pétroliers consentent à payer leurs dettes envers l'État malgache, mais l'État doit en contrepartie s'acquitter de ses passifs, c'est-à-dire la différence entre le prix réel du carburant et le prix imposé aux consommateurs locaux. Ce passif a déjà été inclus dans la loi de finances initiale 2023, ce qui permettra à l'État de payer. L'acquittement de ces passifs par l'État en faveur pétrolier et le règlement des dettes des pétroliers envers l'État se feront donc simultanément. Ce sera à travers des bons du Trésor que l'État remboursera les pétroliers. Cette résolution devra se faire par voie de décret. Il faudra donc attendre. Après le remboursement de ces impayés de l'État malgache aux pétroliers, les pétroliers régleront de nouveau leurs taxes. Le décaissement de 32,6 millions de dollars au titre de la troisième tranche de la facilité élargie de crédit du FMI, Fonds monétaire international, a été acté. L'usage de ces fonds s'étendra sur 3 ans jusqu'en mai 2024. De nombreux points ont fait l'objet d'améliorations selon le FMI. Plus de transparence dans la gestion de fonds octroyés, des rapports mensuels transmis à la FMI, la mise en place de la Cour des comptes et l'ARAI, l'Agence de recouvrement des avoirs illicites, ce qui a permis le décaissement de cette troisième tranche. Certains objectifs non atteints ont néanmoins compliqué le décaissement de cette troisième tranche, dont le dépassement du seuil préétabli pour Madagascar et une insuffisance observée dans le recouvrement fiscal. Globalement, l'évaluation est mitigée, notamment suite à une contre-performance macroéconomique, et ce dans un contexte international défavorable, mais aussi suite à des facteurs internes tels que le non-paiement de certains droits et taxes, notamment sur les produits pétroliers à l'importation. Ces non-paiements plutôt ont induit un creusement du déficit budgétaire, ce qui a fait un dépassement au niveau d'un certain nombre de critères. Le FMI a avancé que le taux de croissance sera positif pour Madagascar cette année 2023. L'État malgache avait avancé une prévision de 4,9%. Le taux de croissance avait atteint 4,2% en 2022-2023 selon le Fonds monétaire international. Des chiffres qui se justifient par la production de Madagascar des matériaux nécessaires à la transition énergétique tels que le nickel, le cobalt et le graphite. L'exportation de ces matières a connu une augmentation allant jusqu'à 73% et maintient la première place en matière de rapatriement de devises. Le rapatriement de devises atteint jusqu'à 70% dans ce secteur, tandis que la vanille atteint à peine 7%. Le renforcement des mesures de gestion des catastrophes naturelles et un soutien supplémentaire au BNGRC fait cependant partie des conditions imposées par le FMI. L'État devra également investir davantage dans la compagnie aérienne malgache, la malnutrition, la résilience climatique, le transport, l'approvisionnement en nourriture et la protection de l'environnement.
Déposer une motion de censure est un droit conféré par la Constitution aux députés. Le député indépendant élu à Thomas Nahin l'a fait valoir ce jour. Elle est même clairement mentionnée dans cette loi fondamentale. Or, ce droit est désormais contesté à travers la décision de la HCC concernant la requête des députés déposée au HCDDED, puis transmise à la HCC. Selon ce député, le jugement rendu par la HCC détruit le statut de République démocratique de Madagascar. La HCC piétine le pouvoir conféré aux députés selon lui. Il est désormais d'une autorité publique que les membres de cette institution ne protègent ni la démocratie, ni l'état de droit à Madagascar, encore moins le droit des députés. Le dépôt d'une motion de censure ne sera désormais plus possible au pays. Ainsi, durant les prochaines élections, nous ne devrions pas nous étonner que cette institution penche en faveur du régime actuel, au lieu de faire preuve d'impartialité. Le non-respect de la Constitution a été constaté à plusieurs reprises, mais aucune réaction de la HCC n'a été observée. Aucune mesure n'est prise par cette institution, dénonce le député élu à Thomas Nahin. J'incite tous les politiciens, ainsi que tous les citoyens et les associations de protection des droits de l'homme, notamment la communauté internationale, à qui nous avons adressé une lettre, à nous lever tous ensemble pour demander à ce que les membres de la HCC soient remplacés, vu que des fraudes seront perpétrées durant les élections, et ces membres cautionneront cela au train où vont les choses. C'est ce que nous réclamons, et c'est important, étant donné que c'est la seconde ou la troisième fois que les lois en vigueur et la Constitution ne sont pas respectées. Le chef de l'opposition n'est pas respecté par la HCC. La mise en place d'un gouverneur n'est pas mentionnée dans la Constitution. L'on se demande donc pourquoi des gouverneurs ont été nommés. De nombreuses choses ne sont actuellement pas respectées par la HCC. La requête des députés reposait sur une demande d'avis afin de déterminer si les agissements du président de la République et l'annulation de la motion de censure à Timbazaz en décembre dernier étaient conformes ou non à la Constitution. Une requête rejetée pour la seconde fois. Un dialogue avec les observateurs des élections et la Commission électorale nationale indépendante est nécessaire pour la mise en place d'un processus électoral crédible et transparent. Pour l'Union européenne, l'observation électorale impliquera de nombreux acteurs, notamment des organisations de la société civile. Des failles ne permettent pas à la société civile de réaliser librement sa mission, une situation qui doit être examinée de près. Un dialogue doit être instauré, une réunion entre les partis politiques, les sociétés civiles et la CENI se tiendra donc la semaine prochaine. Nous savons parfaitement que la société civile est actuellement incapable d'une couverture maximale pour diverses raisons. Ce sera l'occasion d'en parler et d'en débattre pour que l'on puisse mieux s'organiser. Nous avons besoin d'échanger pour voir ensemble si des textes doivent être modifiés ou non. La participation des jeunes à la vie nationale est d'une importance capitale. En ce sens, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et la délégation de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores lancent conjointement le projet Participe. Il aura pour objectif de sensibiliser les citoyens à devenir des acteurs engagés dans la mise en place d'un processus électoral plus transparent, démocratique et égalitaire à Madagascar à la veille des élections. Ils sont majoritaires, certes, mais le taux de participation aux dernières élections était très bas. Comme évoqué tout à l'heure, cela ne concerne pas uniquement les élections. Le système à Madagascar et les relations humaines à Madagascar doivent aussi être examinées. Tient-on compte des jeunes? Si un candidat se présente aux élections, il se présentera son programme et ses projets. Il fera diverses promesses. Ainsi, il serait mieux si les jeunes pouvaient participer activement, s'ils pouvaient se réunir et émettre leurs avis. Nous voudrions partager avec vous quelques informations pour le projet Participe.
effectivement, comme ma collègue Madame Tolia vient déjà de mentionner. C'est un projet qui est une collaboration entre nous, la Fondation Friedrich et la délégation européenne ici présente à Madagascar. Et c'est la toute première fois que cette collaboration se fait dans cette manière, disons, officialisée. C'est un projet qui a duré sur 18 mois en total, avec un volume budgétaire de 400 000 €. Il y a 3 grands volets qui sont prévus. C'est le renforcement de la voix des jeunes dans le processus électoral. C'est le renforcement des capacités des partis politiques à Madagascar. Et c'est une collaboration avec la société civile également. Le projet Participe, qui verra la contribution de nombreux jeunes malgaches, a été présenté ce jour. Selon le rapport transmis, plus de 25 000 jeunes participeront à ce projet dans la région Bouégne, Haute-Mathiach, la région sud-ouest, dans le nord et la région est. « 20% des chefs d'entreprise à Madagascar sont des femmes. Bon nombre d'entre elles s'adonnent aussi à l'exportation de produits locaux et ont su s'imposer sur le marché. Les îles voisines seront conviées au prochain salon des femmes entrepreneurs en vue d'un partage d'expériences avec les femmes entrepreneurs malgaches. Nous ne disposons pas de statistiques exactes, vu qu'aucune structure n'a encore été mise en place pour répertorier les entreprises dirigées par les hommes et celles dirigées par les femmes. Nous pouvons cependant avancer que les femmes propriétaires et à la tête d'une entreprise atteignent désormais plus de 20% à Madagascar. Les échanges entre femmes entrepreneurs malgaches et celles des îles voisines permettront de développer plus de marchés pour la grande île.